1 million d'immigrants russes moins pratiquants viennent d'arriver. Des restaurants ouvrent pendant Shabbat. Et l'on trouve même des charcuteries pour vendre du porc, le moins cachère des aliments. Quand les religieux passent devant, ils font comme ça. Des fois, ça les rend dingues. Alors ils mettent de la colle dans la serrure. Ils veulent qu'on ferme. On a l'habitude de se chamailler avec eux, mais ça va. Lui ne se chamaille pas avec les orthodoxes, il les combat. Tommy Lapide, l'ultralibéral, est devenu le porte-parole de la bourgeoisie laïque. Avec son parti, le Chinouille, il voulait l'année dernière remplacer les religieux dans l'échiquier politique. Il a réussi. À l'annonce du résultat des élections, il annonce sans complexe « Nous allons changer le visage de la société israélienne ». Le résultat, c'est que Lapide a été très fort, puisqu'il est venu chez Sharon en disant « Voilà, moi j'entre dans ton gouvernement, mais sans les ultra-orthodoxes ». Et donc Sharon a cédé. Ça a été à la stupéfaction générale, puisque le Chasse avait soutenu Sharon, notamment aux élections de 2001. Le Chasse, parti ultra-orthodoxe, est donc écarté. Lapide devient ministre de la Justice et son ami Avraham Porras prend le ministère de l'Intérieur, jusqu'alors bastion des religieux. Le programme est libéral et sans concession avec les hommes en noir. Nous devrions mettre ces gens au travail. Nous devrions les convaincre de faire moins d'enfants. Et ils devraient faire partie de nos forces armées. Car nous sommes malheureusement dans une situation où nous avons besoin de l'armée. Nous ne pouvons pas accepter que des gens choisissent délibérément de ne pas travailler pour passer leur temps à étudier la Torah. Et tout ça aux frais de l'État. C'est impossible. Dans les rues piétonnes de Jérusalem, des religieux font la manche et confirment. Les temps sont durs. Les subventions aux études sont réduites, les allocations familiales aussi. Pour l'homme aux 14 enfants, les allocations, c'était le principal revenu. De 2200 €, elles ont fondu à 1200. Fini le temps où Shimon passait des journées entières à lire le Talmud entre deux barbes amies. Maintenant, je viens la matinée et je travaille une demi-journée aussi. Je fais un peu de transport d'enfants au Talmud Torah où mes enfants se trouvent. Ça me permet de joindre les bouts avec 14 enfants, les Aïnara. Il faut tenir le coup. Les hommes en noir, pour l'instant, font confiance à leur système de solidarité bien rodé. Chez nous, disent-ils, on ne peut pas mourir de faim. Ils font le dos rond en attendant que l'orage passe, car il passera, c'est sûr. La presse orthodoxe en est persuadée. Le gouvernement ne pourra pas s'attaquer longtemps aux acquis des religieux. Ben Gurion a tout fait pour qu'il y ait un statu quo qui soit instauré. Aujourd'hui, on le remet en question et l'argument que nous opposons à cela avec beaucoup de force, c'est que c'est une inconscience totale. Ça amènerait à une catastrophe rapide entre nous et vraiment la dissolution d'un État. La minorité orthodoxe a déjà montré qu'elle peut se mobiliser. En 99, pour manifester contre une Cour suprême jugée trop laïque, une marée noire avait submergé Jérusalem. Mais au fond, religieux et laïcs le savent. Entre leurs deux communautés, le divorce total est impossible. Question d'identité. Le seul ciment qu'il y ait dans cet État juif, c'est finalement ce qui se passe dans sa culture et dans son identité profonde. S'il n'y a plus de culture, s'il n'y a plus d'identité profonde, il n'y a pas de raison même d'être ici, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, tout ce qu'on peut espérer de la démocratie israélienne, c'est qu'elle tende vers un peu plus de laïcité, dans la société comme en politique. Mais en aucun cas, on ne peut envisager que l'État hébreu devienne un jour aussi laïque que la France ou les États-Unis.
Difficile défi que celui d'Israël, à la fois démocratie moderne et terre promise. Les deux traits qui, sur le drapeau israélien, encadrent l'étoile de David, sont les rayures d'un châle de prière. Et quand sur le marché de Jérusalem le soleil se couchera, le vendredi, les cornes de Shabbat feront toujours entendre leur voix. לא מתקיים היום מסחר לרגל חג מקומי. להלן שער החליפין של הדולר מול המטבעות העיקריים כפי שהם נקבעים במסחר בדקות אלו. ין יתמי, 107. Le sort des colons comme le poids du religieux sont autant de facteurs de crispation, voire même de blocage de la société israélienne. Mais en élisant 2 fois Ariel Sharon, les Israéliens ont choisi, une majorité d'entre eux pensent que pour vivre en sécurité, il faut se séparer des Palestiniens, quitte à accepter des situations d'exception. Nous sommes au barrage de Kalandia, près de Ramallah. Voici les femmes israéliennes de l'association Marsom Watch. Elles ne sont pas bien nombreuses, un peu plus de 200 dans le pays. Elles se relaient pour essayer d'empêcher les débordements de l'armée face aux Palestiniens. Ce jour-là, comme très régulièrement, des incidents éclatent. De jeunes Palestiniens se sont approchés d'un peu trop près de la clôture de sécurité. Un véhicule militaire s'approche. Des soldats se déploient. Et très vite, sans sommation, vont ouvrir le feu. Balles en caoutchouc ou balles réelles, on ne sait pas. Mais cela provoque la colère d'Yvonne Mansbach, qui appelle immédiatement l'état-major pour décrire la situation. Quand ils ont vu les enfants se rassembler et grimper sur la colline, les soldats ont dit « Maintenant on va passer un bon moment ». Ils m'ont dit ça. Et ensuite ils ont couru jusqu'à la clôture, ils sont postés là et ont tiré directement sur les gamins. 3 gamins sont morts comme ça à cet endroit. J'ai appelé le porte-parole de l'armée, je lui ai raconté ce qui se passait. Il m'a dit « Est-ce que les gamins s'en sont pris à la clôture ?» J'ai répondu « Un coup de pied dans la clôture, est-ce que ça justifie qu'on leur tire dessus ?» Il a dit non, je veux savoir ce que vous avez vu. S'ils ont tapé dans la clôture. Mais c'est quoi votre sentiment? Je suis très en colère. Très en colère qu'ils agissent comme ça. Bien sûr, c'est une situation impossible pour les Israéliens. C'est terrible. L'occupation, la façon dont on domine le moindre aspect de la vie de ces gens, c'est vraiment dur pour moi de voir ça. Et ça me déprime vraiment. D'abord, on détruit leur vie et notre société n'en souffre pas, comme une société fasciste. Vous voyez, ils continuent de tirer. Les soldats avancent vers la clôture, ils tirent et ça lui fait plaisir. Mais vous savez que la plupart des gens en Israël aujourd'hui sont d'accord avec ça. Ils ne remettent pas en cause la politique du gouvernement. Et petit à petit, leur mentalité évolue. Par exemple, l'officier m'a dit « Est-ce qu'ils s'en sont pris à la clôture ?» Les gens commencent à penser que toucher à la clôture est un crime passible de la peine de mort. Ils ne remettent pas en cause l'absurdité, l'immoralité de tout ça. Une liberté de parole, une révolte qui ne trouve que peu d'écho dans l'Israël d'aujourd'hui. Cet incident est tellement commun qu'il ne fera pas l'objet d'une ligne dans la presse israélienne. Nous sommes dans les locaux d'Haaretz, l'un des grands quotidiens du pays, qui relate sans complaisance le conflit avec les Palestiniens et ses conséquences. Plus de 3 ans d'intifada qui pèsent moralement sur la société israélienne, mais aussi économiquement. Nous avons rendez-vous avec Daniel Ben Simon, un homme plutôt à gauche,
un des grands éditorialistes du journal Haaretz. Daniel Ben-Simon, bonjour. Bonjour Thierry. Alors Israël traverse une crise économique sans précédent. Pour quelles raisons et quelle est la nature de cette crise finalement ? C'est la guerre avec les Palestiniens qui a cassé l'économie israélienne, qui était une des plus belles économies, une économie qui prospérait. Pendant les années 90, je crois qu'on appartenait au premier monde. Et aujourd'hui, on appartient peut-être au deuxième et on risque de tomber au troisième. Alors la population, elle est quand même pas pauvre. Elle apparaît pas pauvre quand on se promène dans les rues de Jérusalem ou dans les rues de Tel Aviv. Mais je dirais qu'il y a plus de pauvres aujourd'hui qu'il y avait il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seuil de pauvreté est beaucoup plus grand. Et on est aujourd'hui 7 millions d'Israéliens. Je dirais que la moitié de la population est au-dessous du seuil de pauvreté. La moitié ? La moitié, c'est pas une pauvreté absolue, c'est une pauvreté, je dirais, les gens ont à manger, mais ils sont moins à l'aise, ils ne peuvent pas se permettre de vivre comme il faut. Je dirais qu'on est pauvre, relativement parlant, en face de la France ou des États-Unis, c'est ça. Mais on n'est pas pauvre comme l'Inde ou le Pakistan ou l'Afghanistan. Alors en même temps, Israël a une armée surpuissante, investit beaucoup dans le budget de la défense. Ça veut bien dire qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent, mais malheureusement, le problème d'Israël, ou peut-être la tragédie de ce pays, c'est qu'elle n'a pas un jour de repos. Ce pays n'a pas un jour de repos parce qu'il est constamment sécuritaire. On a un Premier ministre qui passe 24 heures par jour sécuritaire. On a un gouvernement sécuritaire. On a un programme de vie sécuritaire. Ça se traduit comment ? Ça se traduit parce que l'argent va vers la sécurité. Les meilleurs gens, les meilleurs cerveaux vont vers la sécurité. Je dirais on travaille pour l'armée aujourd'hui. À quelle hauteur, finalement, les dépenses publiques vont vers la défense plutôt que vers le social, par exemple ? Écoutez, je peux dire que les Israéliens ont perdu 30% de leur niveau de vie économique en 3 ans. C'est terrible. 30% en 3 ans parce que l'armée absorbe de l'argent. Le besoin sécuritaire, le besoin de maintenir la Cisjordanie, de maintenir l'intifada palestinienne, c'est des centaines de milliers de gens qui travaillent jour par jour. Afin de maintenir ça, ça coûte des milliards de dollars. Ces milliards viennent des gens comme moi, comme les gens qui travaillent ici. 2 fois, on nous a coupé le salaire ici, afin de maintenir l'effort militaire. C'est pas seulement nous, c'est tous les Israéliens. Combien de temps cela peut-il encore durer ? Tenir comme ça. Je crois que les Israéliens, malgré la réussite dans toutes ces guerres, sont dans un état de lassitude. Et je crois qu'il y a un cri général d'essayer l'option de la paix. Est-ce qu'on peut vivre naturellement ici ou pas ? Si on arrive à la conclusion qu'on est une caserne militaire et qu'on doit vivre comme des militaires, je crois qu'on a perdu le sionisme. On a perdu l'âme de cet État. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut, malgré ce qui s'est passé, malgré 55 ans un bain de sang entre nous les Arabes, il faut essayer de tourner la page autrement. En se séparant donc. Séparation entre un État, pas de mur, un État palestinien, un État aux Israéliens, une séparation qui puisse donner la possibilité aux Israéliens de vivre et aux Palestiniens de vivre et vivre en paix avec les pays arabes. Sinon, pas d'État, pas de sionisme. Sans paix, il n'y a pas d'Israël. L'autre grand sujet d'actualité dont on parle beaucoup ici, mais qui est parfaitement inconnu en France, c'est la démographie. Par définition, Israël se veut un État juif et démocratique, mais en Israël même, il y a une forte minorité arabe qui a choisi la citoyenneté israélienne. Ces Arabes israéliens représentent près de 20% de la population et leur poids démographique va en augmentant. Officiellement, les Arabes ont les mêmes droits que les Juifs israéliens, mais vous allez le voir, la réalité est plus compliquée. C'est l'enquête de Tania Rachmanova. Il s'appelle Adel, Faour, Jamal, Fadi, Doua, Tamer. Tous, ils sont arabes israéliens. Comme eux, ils sont 1 200 000 en Israël, près d'1 habitant sur 5. Selon la déclaration d'indépendance, ils ont les mêmes droits que les habitants juifs, ils votent. Aujourd'hui, parmi 124 députés de la Knesset, 11 sont arabes. Et pourtant, ces arabes ne se sentent pas considérés comme des citoyens à part entière. Dans cet état, du Premier ministre au dernier employé du service public, chacun considère
l'État comme un État juif, un État pour les Juifs. Les Arabes ne sont que tolérés ici. Pour moi, cette attitude est déjà discriminatoire. La discrimination est-elle réelle? Comment se traduit-elle dans la vie quotidienne? Nous sommes allés à la rencontre de ces Israéliens que nous connaissons si peu, les citoyens arabes de ce pays. Qu'est-ce que vous voulez dire dans vos chansons? C'est avant tout des chansons pour crier notre colère. Quand vous êtes chez quelqu'un, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Mais moi, je ne peux pas faire ce que je veux chez moi, dans mon propre pays, ma propre maison. Ces garçons font partie du groupe rap Dam. Ils chantent la révolte des jeunes arabes d'Israël qui n'acceptent plus d'être les citoyens de deuxième classe. Leur source d'inspiration, Malcolm X, le rap noir américain et le groupe français IAM. Après les expulsions de 1948, ma famille a été envoyée ici. Il voulait que mon grand-père parte vers la Jordanie, mais quelque chose n'a pas marché, je ne sais pas quoi. Il est resté ici. Il fait partie de ceux qui ont eu de la chance dans ce cauchemar. Il a pu rester ici. Et toi, tu voudrais partir en Palestine? Non, je suis né ici, je veux rester ici. J'espère que mes enfants naîtront ici. Je veux même mourir ici, mais pas tout de suite. Je resterai ici où mes parents sont nés, et je resterai arabe. حياة امتحان واللي بيمتحنك معطيك امتحان اللي زيه ولا مرة كان واحنا بنسقط بننزل بننادي بعض وين يا وردة قد ما بندبل. 1948, c'est pour les Arabes de Palestine la Nakba, la catastrophe. L'État d'Israël qui proclame son indépendance est un État pour les Juifs. Ses dirigeants veulent la terre, mais pas ses habitants. Les Arabes fuient par peur des massacres ou sont chassés par l'armée israélienne. Presque 800 000 Palestiniens quittent leur pays pour la Jordanie, le Liban, l'Égypte ou la Syrie. Ils ne sont que 150 000 à rester à l'intérieur du nouvel État. Jusqu'en 1965, ils vivront sous un gouvernorat militaire qui surveillera et limitera leurs déplacements. Mais ils ont la citoyenneté avec une mention supplémentaire. Arabe, musulman et libre. Ce vieillard habite Araba Naïm, un village qui ne figure sur aucune carte officielle car il n'est pas reconnu par l'État d'Israël. En 1965, ces Arabes ont vu l'armée confisquer leur village pour en faire un champ de tir. Ces paysans ont refusé d'abandonner la terre de leurs ancêtres. Ils ont monté ces baraquements à côté du nouveau terrain militaire. Ils y sont toujours. 700 habitants de ce village, tous citoyens d'Israël, vivent ici sans route, sans électricité et sans eau courante. Nous avions beaucoup de terres, mais ils ont tout confisqué. Il nous reste encore un tout petit terrain, mais nous ne pouvons pas construire parce qu'il faut un permis. Ça fait 55 ans qu'on le demande, ce permis. Ils nous disent que nous devons attendre. Alors on attend, toujours. Nous sommes 25 dans la famille. En hiver, on se rassemble ici, tout le monde, les adultes et les enfants, autour de ce poêle pour se chauffer. Et on reste ici, c'est ça notre vie. En Israël, aucun village juif ne connaît de telles conditions de vie. Coincé entre les terres d'un kibboutz et un champ de tir de l'armée israélienne, le village Arab al-Naïm peut être rasé par la police à tout moment. Salut, comment ça va? Ça va. Rien ne change, on résiste. Mohamed préside l'association des villages non reconnus d'Israël. Ici, son association a organisé la construction de cette route pour accéder au village. Nous avons eu beaucoup de problèmes ici parce que cette route est illégale.
Ce sont les gens eux-mêmes, notre association, nos hommes politiques, qui se sont organisés pour construire cette route. Elle est illégale, mais les autorités ont laissé faire. Le combat de Mohammed est de faire reconnaître par l'État les 55 villages arabes illégaux qui abritent aujourd'hui au minimum 70 000 habitants. Les Arabes d'Israël ne vivent pas tous dans des bidonvilles. La plupart d'entre eux ont des maisons confortables et un niveau de vie bien supérieur à celui des Palestiniens ou même des Arabes des pays voisins. Mais leur problème principal reste la terre. En Israël, 93% de la terre appartient à l'État. Ici, on ne la distribue qu'aux Juifs et presque jamais aux Arabes. L'histoire d'Adel illustre bien cette inégalité. Infirmier à l'hôpital, Adel gagne bien sa vie. Sa famille, comme beaucoup d'autres, est bien intégrée dans la société israélienne. C'est d'ailleurs en hébreu qu'Adel a choisi de nous raconter son histoire. J'ai vécu une longue période dans le secteur juif, pas loin de Tel Aviv. Il y avait beaucoup de juifs dans la région et on voyait le progrès de leur qualité de vie, avec une bonne éducation, de bonnes écoles, au village ou en ville. Tout ça n'avait pas d'importance quand j'étais seul, mais quand j'ai eu des enfants, j'ai voulu leur donner une bonne éducation. Un jour, Adel découvre une annonce qui invite les citoyens d'Israël à venir s'installer dans une ville nouvelle, Katsir. Une belle école, une piscine, des espaces verts, un endroit idéal pour élever ses 4 filles. Adel se présente alors au conseil municipal de Katsir pour déposer la demande d'un permis de construire. À ma surprise, j'ai vu au conseil les gens que je connaissais. Je les avais soignés, je les côtoyais. Ils m'ont dit « Comment vas-tu ? C'est sympa de venir nous voir. Tu veux un café ?» Je leur ai dit « Je ne suis pas venu pour boire un café. Je suis venu parce que je veux habiter ici. » Ça a fait l'effet d'une bombe. Ils se sont concertés entre eux et ils m'ont dit « Tu es sympa, on t'aime bien, on ne veut pas t'embêter, mais tu perds ton temps ici. On va appeler un chat. Ici, on n'accepte pas les Arabes. » Adel refuse de se résigner. Il est le premier Arabe à avoir osé porter plainte pour discrimination raciale. 7 années de bataille juridique. En 2002, la Haute Cour israélienne rend son verdict. Adel Kaadan, citoyen d'Israël, peut acheter une concession à Katsir. 2 ans plus tard, Adel n'a toujours pas de permis de construire. Le conseil municipal de Katsir, sous divers prétextes, refuse de lui vendre un terrain. Adel continue de venir à Katsir. C'est ici qu'il veut construire sa maison. Il est bien décidé à continuer de se battre pour réaliser son rêve. En Israël, la discrimination entre les Juifs et les Arabes ne concerne pas uniquement le droit à la terre. Le devoir sacré d'un citoyen de ce pays est de défendre sa patrie. Comme ici à Tel Aviv, on voit des soldats partout. Le service militaire est obligatoire pour les Juifs, garçons et filles, mais pas pour les Arabes. L'armée forge des amitiés à vie, elle ouvre aussi le droit aux prêts immobiliers très avantageux, aux bourses d'études. C'est aussi un critère de sélection pour l'accès au travail. Nous sommes à Haïfa, 3e ville d'Israël. Cette ville a toujours été un des meilleurs exemples de cohabitation réussie entre Juifs et Arabes, qui représente ici 12% de la population. À Haïfa, la mixité existe à l'école et dans le travail, et malgré cela, les 2 communautés se mélangent rarement. À l'université, 20% des étudiants sont arabes. On y a même créé un centre judéo-arabe, l'un des rares lieux en Israël où la jeunesse des 2 communautés peut apprendre à se connaître. J'ai grandi à Haïfa, une ville mixte, mais je n'ai jamais rencontré d'Arabes. Je n'ai jamais eu d'amis arabes ni de voisins arabes. Mais au lycée, je me suis intéressée à la langue et à la culture arabe. Moi, je pense que nous, les Arabes, nous connaissons mieux les Juifs qu'ils ne nous connaissent. Avec le déclenchement de la 2e intifada en octobre 2000, tout bascule. Les jeunes Arabes israéliens sortent dans la rue pour manifester leur soutien aux Palestiniens des territoires.
La police tire sur les manifestants. En une semaine d'affrontements, 13 Arabes israéliens sont tués. Un choc pour tout le pays. Je me rappelle très bien de ces événements en octobre 2000. J'ai été blessé. Je suis resté une nuit à l'hôpital après que la police m'ait passé à tabac. Sans crier gare, la police nationale, notre police, a tiré sur nous, des citoyens de leur propre pays. Maintenant, la vraie question est de savoir si la partie juive de ce pays peut accepter de vivre avec nous et de changer des choses, y compris le drapeau ou même la définition de l'État comme un État des Juifs. Changer le drapeau? Pourquoi? Parce que c'est un symbole juif. Comment Jamal, en tant que musulman, peut-il s'identifier à ce drapeau? Je peux le comprendre. Moi, je suis juive. Le judaïsme est une partie très importante de ma culture, mais je le comprends. Et toi, tu accepterais de t'incliner devant un drapeau musulman et un hymne en arabe? C'est le blocage. Même avec de la bonne volonté, ces étudiants juifs et arabes ne peuvent pas s'entendre sur ce qui touche au fondement même de l'État d'Israël. Comment concilier la définition d'un État juif et démocratique avec l'émergence d'une communauté arabe toujours plus importante? Selon Benjamin Netanyahou, ministre des Finances, c'est la principale menace à venir pour Israël. Nous avons un problème démographique. C'est vrai, nous avons un problème démographique. Pas avec les Arabes palestiniens, mais avec les Arabes israéliens. C'est une question de nombre. S'ils s'intègrent bien, mais qu'ils arrivent à être 35, voire 40% de la population, alors il n'y a plus d'État juif. Ça devient un État binational. Si la population arabe reste à 20% comme aujourd'hui, mais que les relations continuent à être tendues, violentes comme maintenant, ça détruira le tissu démocratique de notre société. Comment Israël répondra-t-il à cette question? Pour l'instant, la solution est d'intégrer davantage les Arabes d'Israël dans la vie économique du pays. Mais selon certains sondages, 30% des Juifs israéliens seraient pour une autre proposition. Un transfert, concrètement, une expulsion des Arabes israéliens. Bien sûr, nous avons peur du transfert, mais on ne partira pas, on ne peut pas quitter notre patrie. Nous ne sommes plus en 1948. Nous sommes Israéliens et nous avons appris à nous battre pour nos droits. L'idée de l'expulsion des Arabes israéliens paraît pour la majorité du pays irréalisable. L'autre scénario évoqué par les plus hautes autorités israéliennes prévoit l'échange de territoire. Échanger, c'est-à-dire céder les villages arabes israéliens au futur État palestinien, alors que des colonies juives en Cisjordanie seraient rattachées à Israël. Une séparation pure et simple. Être humain, c'est le langage, c'est le rapport au langage. Israël a transmis aujourd'hui à la Cour internationale de justice de la Haye un dossier contestant sa compétence pour statuer sur la légalité de ce qu'il appelle... Pour conclure cette émission, nous avons rendu visite à Théo Klein. Cet avocat de 83 ans est l'ancien président du CRIF et il possède la double nationalité, française et israélienne. Théo Klein est un sage, un humaniste, une conscience. Il est l'auteur du Manifeste d'un Juif libre. Théo Klein, bonsoir. Bonsoir. Alors moi, pour commencer cette interview, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Où va Israël aujourd'hui? Où va Israël aujourd'hui? Oui, c'est une question qui est très simple dans son apparence et très compliquée pour la réponse à donner. Je crois qu'Israël, aujourd'hui, est interpellé par les événements, est interpellé par
Genève, les accords de Genève, est interpellé par l'incapacité d'aboutir à quelque chose d'autre que le renouvellement permanent de la violence. Et comme vous le savez, les attentats ne s'arrêtent pas et les représailles ne s'arrêtent pas. Et tout cela ne peut aboutir qu'à des désastres mutuels d'ailleurs, parce que je crois que c'est aussi désastreux pour les Palestiniens que pour les Israéliens. Que pensez-vous de ceux qui disent aujourd'hui qu'Israël est en train de vivre, de traverser une crise morale? C'est votre avis? Je crois qu'Israël traverse une crise qu'on pourrait considérer comme existentielle. C'est-à-dire qu'Israël est à la recherche de sa propre définition. Vous voyez bien que le problème des frontières, c'est le problème de la définition d'Israël. Est-ce qu'Israël veut être un État démocratique à majorité juive? Et à ce moment-là, il faut qu'Israël se contente du territoire sur lequel elle est assurée de cette majorité? Ou bien est-ce qu'Israël veut reconstituer un royaume biblique sur les frontières du Jourdain, de la Méditerranée, de l'Égypte et du Liban? Le Grand Israël. Auquel cas, le Grand Israël, c'est l'État binational. Pourquoi ne pas définir ces frontières? Oui, non, mais votre question est parfaitement pertinente. Mais il faut constater que jamais aucun gouvernement israélien n'a défini les frontières d'Israël. Aucun. À aucun moment. À cause de ces... Non, c'est un peuple qui se construit et qui a du mal à se construire. Mais cette crise existentielle dont vous parlez, finalement, la majorité des Israéliens n'en a pas conscience. Je pense que les Israéliens, aujourd'hui, la masse des Israéliens, elle est complètement bloquée par les attentats. On ne peut pas se rendre compte à quel point ces attentats bloquent la situation en Israël. Parce que ces attentats renforcent l'idée que l'on a fait pénétrer dans l'esprit des Israéliens que les Palestiniens veulent nous chasser. L'idée même des Palestiniens pouvant aujourd'hui chasser les Israéliens de leur territoire est une idée absurde quand on connaît les forces en présence. Bah oui, mais Israël est une superpuissance. Mais pourquoi toujours avoir ce sentiment de victime? C'est dans la population, et ça c'est tout de même l'héritage de plus de 2000 ans. Où les Juifs étaient les victimes. Quand on a joué le rôle de victime pendant des siècles, on sort difficilement de ce rôle-là. On a tout de suite l'impression que ça y est, ça recommence. Est-ce que ça passe, je dirais dire, pour qu'Israël arrive à maturité, en tout cas que sa population arrive à maturité, est-ce que ça passe par, entre guillemets, une mise au pas des colons? Ça passe d'abord par de l'intelligence, et ça passe ensuite par le respect. C'est-à-dire, en fait? C'est-à-dire, si moi, Israélien, je veux avoir un État, il faut que j'accepte que le Palestinien est un État. Et comme nous sommes sur la même terre, il faut qu'on trouve une formule. Et la formule passe par deux États. Alors, est-ce que c'est deux États ou deux souverainetés? On peut discuter sur les mots. Les Juifs veulent vivre majoritaire sur un territoire. On en a assez d'être toujours minoritaire, de se sentir toujours les obligés des autres ou être considérés comme ennemis par les autres. On veut avoir un endroit où on est chez nous et où on est tranquille. Nous devons accorder exactement la même chose aux Palestiniens. Et à partir du moment où on fixe ce principe-là, alors on peut parler de frontières, on peut parler de limites de souveraineté. Pourquoi ? Pas parce qu'il est clair que la population israélienne, elle se trouve regroupée là, et que la population palestinienne se retrouve regroupée de l'autre côté. Et donc si on admet le principe du respect des deux et de la souveraineté des deux, le tracé de la frontière, il se fait presque spontanément. Je crois qu'il faut essayer d'avoir des idées simples, mais des idées claires et des idées équilibrées. Je ne peux pas réclamer pour moi ce que je n'accorde pas à l'autre. En dehors de vous et de quelques voix, encore une fois, israéliennes, on a un peu l'impression qu'Israël reste un sujet tabou. Est-ce que, en tant qu'observateur, vous n'avez pas ce sentiment-là, finalement? C'est-à-dire qu'on ne se comporte pas vis-à-vis d'Israël comme on se comporterait vis-à-vis d'autres États. Eh bien, écoutez, je suis de ceux qui le regrettent.
Moi, je pense qu'on a le droit de critiquer tous ceux qui sont critiquables. Et il faut essayer de critiquer les gens à bon escient, avec des raisons sérieuses. Mais il n'y a pas de tabous qui doivent exister. Et le tabou qui existe est une réaction de quelqu'un qui, peut-être, ne se sent pas tout à fait à l'aise avec lui-même sur ce sujet. Et il y a quelque chose d'anormal dans le fait de se dire je ne peux pas dire à ce monsieur quelque chose que je lui dirais s'il n'était pas juif et que je ne vais pas lui dire parce qu'il est juif. C'est un début de discrimination. Je ne vois pas l'utilité de cette chose-là et je la regrette. Mais en même temps, je pense que de notre côté, quand nous sommes critiqués, il ne faut pas non plus que nous réagissions tout de suite en disant « nous ne sommes critiqués que parce que nous sommes juifs ». Je peux être critiqué pour beaucoup de choses, que je sois juif ou pas. Il faut mettre les événements là où ils sont et les analyser pour ce qu'ils sont. Et ne pas mélanger tout et ne pas créer justement, recréer cette atmosphère extraordinairement dangereuse où vous n'avez pas le courage de me dire en face ce que vous pensez parce que vous avez peur d'être traité d'antisémite et où moi je vais réagir fortement à votre égard parce qu'au fond la raison pour laquelle vous êtes furieux, je ne veux pas en discuter parce que moi-même je ne sais pas si ma position est juste, alors je vous renvoie dans la figure que vous êtes antisémite. Non, ça c'est quelque chose, c'est un jeu trop dangereux. C'est la fin de cette émission au cours de laquelle nous avons tenté de comprendre Israël et sa politique. Israël, une société à la croisée des chemins qui se cherche et qui va devoir, vous l'avez compris, faire des choix historiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site france2.fr. Bonsoir, à très bientôt. En exclusivité pour RCJ, chanson pour Israël. Oui, je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Je défendrai contre tout ennemi le sable et